podcast Intersection, le rendez-vous des passionnés de technologie et de leur impact sur la société d'aujourd'hui et de demain. Bon matin, Jonathan. Bon matin, Simon. Yes, sans dévoiler trop la date, fin janvier en ce moment. Oui, absolument. Fin janvier 2025. Tu qu'on a un beau tan. Ouais. Moi, c'est un tan artificiel. Là, je veux dire, j'ai le lighting qui est ici. Là, c'est ça. Voilà. Je dois dire que ton setup il est beau et qu'il faut que je travaille le bien. C'est ça. On se repousse l'un l'autre. Là, on va avancer avec ça. Yes. Content de retarder ça ce matin. On a. Je me répète, là, mais ça bouge toujours. Là. Ça a bougé beaucoup ces derniers temps. On a 3 sujets qu'on aimerait aborder aujourd'hui, principalement. En gros, vous commencez à nous connaître pour ceux qui nous écoutent. Là, ça se peut qu'on valse, si ce n'est pas de dire le mot chirer. On va peut-être chirer à une couple de places, mais toujours avec une perspective tech puis sociétale autour de ça. Fait que, voilà. En fait, on voulait peut-être se lancer directement avec un sujet qui est sorti il y a quelques semaines, là, tout l'enjeu TikTok qui s'est passé. As-tu vu ça passer un petit peu, toi, Jonathan? C'était dur de ne pas le voir passer, même si tu n'es pas sur la plateforme, honnêtement. C'était plus, moi, c'est drôle parce que, bon, je le vivais comme un outsider n'étant pas sur TikTok. Donc, mais de voir un peu le petit mouvement de panique là, qui semblait s'installer sur ça va-tu couper, ça va-tu pas couper, qu'est-ce qui allait se passer et tout. Fait que c'était intéressant de voir ça de l'extérieur. Là, tu sais, faut se ramener à ça là, pour ceux qui ont peut-être moins TikTok, qui sont moins proches de ça. Là, donc, je l'avais peut-être déjà mentionné, mais TikTok, c'est pas une affaire de jeune fille de 12 ans là, qui danse. Là. Oui, il y a ça, mais on parle maintenant d'une grosse propension de cette application-là qui sert à tout type d'utilisateurs. On a du plus jeune au plus vieux. On a tous les sujets là-dedans. On a autant des nouvelles qu'on a on a beaucoup de divertissement là-dedans aussi. Fait que ça devient vraiment une plateforme centrale très addictive qui est utilisée par quasiment, il faudrait sortir les stats, là, mais il y a une forte... toutes les strates de la population utilisent la plateforme. C'est chinois. C'est là que le bas blesse. C'est là que le monde trippe moins. Donc, avoir une app chinoise utilisée par tant de gens un peu partout sur la planète, plus proche de nous, tout ce qui est l'Amérique, donc au Canada notamment, les États-Unis aussi, on l'utilise abondamment. Ça fait peur à certains. On se rappellera d'il y a quelques années où est-ce que on avait dit ici au Canada, on avait interdit au niveau fédéral l'utilisation de TikTok sur les cellulaires, les appareils mobiles des gens qui travaillent au gouvernement canadien. Fait que ça a fait peur. Par contre, ça semble s'être adouci quand même avec le temps. Là. C'était un peu rough là, de dire non, mais j'ai vu dernièrement la Sûreté du Québec qui vient d'embarquer sur TikTok là, il y a 2 semaines. Là. Puis je veux dire, on avait interdit ça aux médecins, mais je ne sais pas à quel point c'est encore super strict cette histoire-là. C'est le genre d'affaire que je ne suis pas sûr que c'est si strict que ça encore aujourd'hui. Parce que je ne sais pas à quel point tu as peut-être vu passer certains comptes que finalement on avait interdit. C'est drôle, effectivement, que 2 semaines avant qu'on tombe dans l'idée de l'interdiction américaine, ici, on peut se dire salut, effectivement, la Sûreté du Québec, je pense que c'est ça. La Sûreté du Québec arrive avec son compte. Là. Je trouve que ça envoie un drôle de signal, là, mais bref, ça pour dire que oui, c'est sûr qu'il y a des enjeux majeurs reliés, dans le fond, à l'information, parce que ces plateformes-là, maintenant, ils ont accès à tout sur votre appareil. Ils sont capables de produire avec des modèles d'analyse. Ils ont accès à beaucoup plus d'informations qu'on le pense. T'sais. Donc, c'est sûr que savoir que c'est des intérêts chinois derrière ça, ça chicote les Américains. Ça chicote tous les gouvernements, sans aucun doute. Mais bon, en même temps, on a une multitude d'appareils asiatiques entre les mains. On a une multitude de plateformes qu'on utilise aussi qui peuvent potentiellement être connectées à des outils. Puis, moi, ce que je trouve le plus drôle de tout ça, c'est, je sais pas si tu as porté attention à c'est quoi la plateforme qui a été la plus téléchargée une fois que l'annonce de TikTok s'en venait. Red Note que j'ai installé, j'ai couru, je suis allé m'installer là. Oui. Exact. Puis, ce qu'il faut savoir, c'est que Red Note, c'est aussi asiatique. Donc, c'est à la limite, quand tu popes ça, mon gars, là, il n'y a pas plus asiatique que ça. L'app n'était même pas traduite en anglais. Là. J'ai accepté des terms and conditions en mandarin. Guys, c'est pas j'ai vendu mon âme potentiellement, je sais pas. Là. Absolument. Fait que,
ça montre là, au final que dans ce cas-ci, si tu me permets la bonne expression québécoise, on a échangé 4,30 sous pour une pièce. Vraiment, vraiment. C'est pas mieux si les gens se retournent tous vers Red Note, alors que l'idée, c'était de sortir justement un peu d'une certaine surveillance chinoise. Là. Puis là, tu sais, je vais te conter un narratif qui est celui qui est le même que la plupart des utilisateurs de TikTok qui ont vécu dans la dernière semaine. Donc, le gouvernement américain dit, on parlait du 19 janvier dernier, c'était la date où est-ce qu'il y allait potentiellement avoir la décision des tribunaux américains à savoir on coupe tout ça ou on coupe-tu pas ça. La peur est pognée chez tous les utilisateurs parce que là, il y a énormément de créateurs de contenu qui génèrent des revenus. On sortait des stats, j'entendais des reporters parler un peu des... Bon, c'est pas l'industrie, c'est pas une industrie, mettons, de l'automobile où est-ce qu'il y a des milliards et des milliards qui se font, là, mais il y a quand même une certaine industrie de création de contenu qui génère beaucoup de revenus à des solopreneurs, tu sais, qui sont créateurs de contenu, qui font des alliances avec des brands, puis qui font de l'argent avec ça, puis ça fonctionne beaucoup. Oui. Puis, donc, il y a beaucoup d'emplois qui sont créés quand même par rapport à ça aux États-Unis puis au Canada. Mais là, la peur est pognée. OK, la peur est pognée dans le Casbah. Tout le monde capote parce que ça va fermer. Alors là, tout le monde se redirige vers RedNote, qui est l'application chinoise. Et là, le narratif est beau. Là. Moi, j'aime l'Internet, là, cette espèce de communauté fucked up là qu'on est, l'Internet, avec nos propres codes, nos propres memes. Là. En étant sur RedNote, le hashtag de toute cette population, c'était TikTok Refugees. Donc, les Chinois nous ont accueillis à bras ouverts et chacun des gros créateurs de contenu, la plupart, ont migré vers RedNote. Et on se retrouvait un peu, c'est comme si un pays venait de débarquer dans un autre pays en tant que réfugié. Et là, il y avait de l'entraide, mon ami. Donc, là tu avais des Chinois qui sont capables de parler anglais aussi. Donc là, ils aidaient un peu les nouveaux en leur disant en anglais quels sont les codes, comment ça fonctionne. Voici l'interface, comment ça marche. On vous accueille à bras ouverts. Là, ça comparait un peu. Les Américains qui débarquaient croyaient que dans le fond, les Chinois, c'était si difficile que ça, que la culture était difficile, qu'ils étaient comme des esclaves du communisme et tout ça. Puis là, ils réalisaient que dans le fond, les Chinois, ça va quand même relativement bien. Fait que là, ils se partageaient un peu des réalités qu'ils n'avaient jamais été capables de vraiment... Tu sais, la réalité avait jamais été aussi claire que ça. Ces deux peuples-là devenaient à quelque part des amis quand, dans le fond, dans les grandes sphères, les politiques, on est plus ennemis que d'autres choses. Alors, il s'est vécu quelque chose là, mon ami, ça a été assez incroyable. Alors, je peux dire cette année, déclaré haut et fort, je suis un TikTok réfugié. Et voilà, j'ai terre d'accueil en Chine temporairement. C'est pas fini, là, on s'entend. Là. Donc, l'histoire est loin d'être terminée. Donc, rapidement, oui, effectivement, les gens se sont retournés vers RedNote, sont devenus des TikTok refugees comme toi, mais l'arrivée de Trump au pouvoir et les mains sur le volant ont retardé, dans le fond, la menace que le gouvernement américain avait mis en place d'interdire l'application sur son territoire. Ouais. Dans ce cas-ci, après Trump, lui, ce qu'il a dit, c'est non, c'est correct, là, je vais prendre le temps d'y réfléchir. Puis on peut comprendre entre les branches qu'il y a peut-être un certain intérêt, disons, politique de faire plaisir aux Américains qui utilisent l'outil. Ouais. Puis en même temps, ce qu'on lit entre les branches, c'est la proximité des géants tech avec lui. Puis pour pas le nommer, notre bon vieux Elon, qui lui, se retrouve dans une situation où on sent entre les branches que s'il y a quelqu'un qui est pour l'acheter, ça pourrait être lui, là, qui pourrait acheter la branche américaine de TikTok. OK, oui, il y a ça, mais là, on rajoute les spéculations sont lancées. Il y avait notre fameux, je ne sais pas si tu l'as vu passer, mais MrBeast. Oui, j'ai vu ça, MrBeast, qui sortait d'une rencontre apparemment. Le 19 janvier, le bill allait être signé, ce qui n'a pas été fait parce qu'on a une extension de genre 90 jours avant de prendre finalement une décision. Fait que, longue histoire courte, TikTok est encore en vie. Mais MrBeast, 2 jours avant, il faisait un TikTok. Regardez là, je suis avec mon avocat, qui était une floune de 19, là, ça n'avait aucun rapport. Là.
c'est ça. Je niaise, mais c'était comme très drôle parce que son avocat n'était pas un old-timer, c'était comme un gars de 24 ans à côté de lui. C'est mon avocat, on a regardé les papiers, là. Puis là, on s'en va signer des grosses affaires parce que on va racheter TikTok. Puis il avait mis dans son title de TikTok, c'était comme Mr. Beast, puis la petite description, c'est Next CEO of TikTok, genre, c'était comme clamé. Fait qu'ils sont une coupe à vouloir racheter la branche, là. Clairement, non. Fait que, écoute, disons que là, ça devient un bon show, là, en même temps, de voir tout ça aller. Puis là, ce que j'ai compris, c'est que dans le fond, Trump avait donné 75 jours de sursis, si tu veux, pour qu'il se passe quelque chose, puis que les négociations continuent. C'est ça. Ça m'amène, dans le fond, aussi à te parler d'un trend que j'ai trouvé absolument fascinant. Je te partage à l'écran, puis pour les gens qui nous écoutent. Dans le fond, ce que je présente à Simon présentement, c'est un peu ce qu'on appelle les last sold de eBay. Donc, les gens sur eBay, il y a des gens qui se sont dit, tiens, il y a peut-être d'argent à faire avec ça, avec des iPhones, où est-ce que TikTok est comme préinstallé dans l'optique où, à partir du moment où il y a le ban, potentiellement, on ne pourra plus y accéder sur le territoire américain pour installer l'application. Ouais, mais cela dit, à l'extérieur, on peut le faire quand même. Donc, on pourrait se retrouver dans une situation où on pourrait avoir TikTok sur le territoire si on a fait un peu le contournement de tout ça. Et dans le fond, tu vois, il y a le dernier téléphone qui s'est vendu avec TikTok installé, s'est vendu ce matin pour la coquette somme de 35 852,50. Hey Joe, le monde est dingue. Le monde est dingue. Et c'est pas le seul, il y en a d'autres, 13 000, 5 000, il y a différentes ventes qui se sont réalisées dans le fond sur eBay. Puis là, je parle pas de gens qui ont mis des prix sur ces appareils-là dans l'optique de peut-être les vendre, mais bien de vendre concrétisées. Ça n'a pas de bon sens. Donc, c'est là que tu vois l'importance, comme tu disais, pour effectivement peut-être de grands créateurs de contenu qui ont des revenus importants de TikTok, d'avoir une alternative un peu face à un genre de mouvement de panique, parce que ce que je trouve quand même particulier, justement, c'est que si on pense que oui, il y a un ban qui se passe du côté des États-Unis, quand même que j'aurais un iPhone 14 avec TikTok préinstallé, si ma crowd n'est plus là, je veux dire, à quoi bon? Je veux dire, les Américains qui sont des influenceurs américains vont avoir prendre une grosse partie de leur propre lectorat, si on peut appeler ça comme ça, qui est aussi américain. Donc, quand même particulier comme réflexe de faire ça, mais j'imagine que quelque part, pour certains, c'est de l'assurance peut-être d'aller chercher un certain minimum de ce qu'ils ont comme revenu. Je t'écoute, puis pour rajouter au narratif, le jour, parce que là, le TikTok a fermé pour les Américains environ 2 heures, 2-3 heures. Là. Le moment où ça a réouvert, puis que les utilisateurs américains aux États-Unis pouvaient le réutiliser, le pop-up à l'entrée stipulait, j'ai pas les mots exacts, là, on le ressortira à la limite, mais ça disait désolé pour votre patience, désolé pour la problématique, merci de votre patience. Il faisait référence à Trump en le remerciant que les pourparlers étaient avec Trump pour garder l'application en vie. Et si je ne me trompe pas, le 19, Trump n'était même pas encore président. Je veux dire, ça venait quelques jours plus tard. Tu sais, il n'était même pas officiellement avec les clés du char, là, mais il se tramait des discussions puis était somehow involved dans le fait que c'était revenu en vie. Et ça m'amène à dire que là, il y a énormément de spéculation autour de cette panne momentanée. Ouais. Plusieurs pensent que cette coupure-là n'a été qu'en fait que supercherie et que ce n'était simplement parce que derrière la clôture, derrière le rideau, je veux dire, c'était simplement un switch de serveur. Oui, on l'a, voilà, merci. TikTok is back. Donc, on parle, we are fortunate that President Trump has indicated that he will work with us on a solution to reinstate TikTok once he takes office. Please stay tuned. Puis il y a eu 2 messages, en fait. Il y a eu le premier, puis en plus, une fois que le Welcome Back était là, on faisait encore référence au As a result of President Trump's efforts, TikTok is back in USA. Donc, c'était quand même assez particulier. C'est un peu ce que mon collègue, justement, sur LinkedIn, là, d'où j'ai pris la référence, disait, écoute,
c'est le best free advert in political history. C'est fou, là. C'est fou. Et là, en arrière-scène, ce que tout le monde pense, c'est que dans le fond, tout le monde pense qu'il y a eu un accord qui a été fait pour migrer ça sur des serveurs de Meta, ou du moins des serveurs américains. Mais la théorie la plus plausible, c'est que tout était rendu sur les serveurs de Meta et que l'algo n'était plus le même. Hashtag propagande, hashtag contrôle du message, là, dans le sens où, OK, on va leur faire cette espèce de 2-3 heures-là. C'est parce que j'ai entendu des gens, des experts informatiques, expliquer qu'un switch d'une plateforme là, numérique, là, quand tu passes ça d'un serveur à l'autre bout du monde, tu ramènes ça ici. Mais on parle de toute la database, tu ramènes ça ici. Tu peux pas. Il y a des affaires que tu peux faire seamlessly que ça apparaîtra pas, mais dans ce cas-ci, on parle de millions, hashtag limite milliards d'utilisateurs, il faudrait aller voir. Là. C'est gros, puis tu veux pas te tromper dans cette histoire-là. Et étrangement, le 2 heures de offline, elle ressemble pas mal à le temps que ça peut te prendre pour faire la migration. Et là, quelques heures avant de faire cette espèce de shutdown-là, TikTok, on a vu apparaître un compte officiel sur TikTok de Facebook. Alors là, les théories du complot sont arrivées. Un compte Facebook sur TikTok avec aucun like, rien, mais qui est apparu là. Là, tout le monde est en train de dire, là, allez sur le compte, si vous avez encore TikTok, allez sur le compte de Facebook dans TikTok, bloquez-le. Vous allez voir, votre algo va revenir comme avant. Parce que là, comme vous avez vu, depuis que c'est back online, c'est plus comme avant. Et force est d'admettre que je dois avouer que moi, personnellement, ma petite personne avec mon algo qui était bel et bien crafté depuis 2 ans et demi sur tout ce que j'aime et que ce que je n'aime pas, ben oui, lorsque c'est venu back online, pour vrai, j'ai vu comme vraiment une différence de la qualité du contenu puis de ce que je voyais. Mais est-ce que ça pourrait pas être simplement lié à la perturbation d'une fermeture aussi courte soit-elle? Peut-être. Ouais, parce que dans le fond, ça a été quelques heures. Fait que, tu sais, quand on y pense, il y a déjà eu des downtime sur TikTok, mais probablement jamais aussi important que ça. Fait effectivement, peut-être que derrière, il peut y avoir un effet qu'on n'avait jamais observé, étant donné que là, on était sur une panne prolongée, puis ça a eu un effet sur l'algo, puis sur la façon dont les contenus, puis en même temps aussi des contenus auxquels tu étais habitué, ben il y a peut-être des gens qui ont cessé d'en produire en se disant qu'anyway, ça allait se fermer, etc., etc. Ouais. Peut-être qu'il y a un peu de ça derrière aussi, mais oui, je trouve ça intéressant là, que ce que tu dis par rapport à l'idée d'une petite théorie du complot là-dessus. Tout le monde est sauté là-dessus comme ils sont tous sautés sur cette théorie-là, là, c'est sûr. Ouais. En même temps, je me demande, sur des changements aussi profonds, je connais pas assez les entrailles de TikTok d'un point de vue technique pour répondre à ça, mais il me semble que ça ne demanderait pas un changement ou une mise à jour de l'app pour pouvoir faire quelque chose d'aussi profond dans le core de l'outil. Là. Mais encore là, aujourd'hui, on n'est pas capable de faire tellement de choses que peut-être que, comme tu le dis, ce ne serait pas improbable. Mais écoute, est-ce que c'est possible? Puis comment est-ce que TikTok ou le gouvernement chinois pourrait lever le flag là-dessus? Dans quel contexte? Complexe. Très, très complexe. Fait que, les paris sont ouverts sur ce qui s'est vraiment passé, puis on le saura peut-être jamais. Mais puis je rajoute une couche, là, je rajoute une couche de beurre de peanut sur le complot. Là. Peut-être que ce switch-là a été planifié il y a longtemps, puis que dans le fond, ils étaient prêts à faire un switch depuis un bout, puis qu'ils nous ont juste ils ont développé, tu sais, là, c'est pas compliqué, mettre 300-400 ingénieurs à créer un algo USA approved, là, puis le jour du switch, tu rapatries le truc, switch l'algo vers quelque chose de nouveau, puis là, that's all, mais on ne saura jamais. Je pense qu'en fait, le gros de la réponse va venir dans le 75 jours de grâce. C'est-à-dire que si, à terme de 75 jours, on s'enligne effectivement sur un shutdown, ben, ça va éliminer en grande partie ces théories-là. Ouais. Par contre, si on fait comme ben tout est beau finalement, c'est entendu, puis ou qu'on annonce un plan ou quelque chose comme ça, ben, ça peut continuer de donner vie à ces théories-là. Exact. Mais ouais, écoute, les gens ont beaucoup d'imagination quand même aussi. Là. Je trouve ça intéressant comme façon de voir. Puis effectivement, comme tu dis, là, ultimement aussi, est-ce que c'est un compte Facebook, TikTok 100%
legit, c'est-à-dire que est bien Facebook, puis si j'étais Facebook, pourquoi est-ce que j'aurais eu besoin de me créer un compte puis de m'afficher ouvertement pour pouvoir faire une manœuvre comme ça? Je veux dire, Oui. Fais ça en arrière, cache-cache. Montre-les pas que t'es là, tu sais, rendu là. je peux me créer un compte avec un pseudonyme totalement random pour être certain que personne puisse faire quelques liens que ce soit. Bon, écoute, je pense que ça génère du buzz. Puis je pense que c'est bon pour la plateforme aussi. Fait que... Vraiment, vraiment. Fait que peut-être, j'ai juste un petit truc sur le side. En fait, pour clore là-dessus, sur TikTok, ben, ça fait juste encore plus montrer qu'on est dans un. Tu sais, tu parlais de l'économie d'attention. Les yeux sont tous sur cette app-là. Et pour un gouvernement, c'est important de pouvoir avoir son contrôle à l'endroit où une masse de la population grandissante est. Fait que, on va voir où ça va nous mener. Tu sais, je veux dire, les Américains actuellement, ou même le Canada, whatever, on n'est pas mieux que les autres, là, dans le sens où on chiale bien sur la Chine. Puis, je ne vais pas nous comparer à la Chine, là, mais ça reste que l'exercice d'un contrôle sur des outils comme ça, c'est pas nécessairement ma vision de la liberté non plus. Non, mais non. C'est particulier. Puis, si tu me permets, même, je ferai une petite parenthèse. Je ne sais pas si tu as observé sur tes propres réseaux, particulièrement dans les 48 dernières heures, la quantité de personnes qui ont migré ou qui se sont affichées pour Blue Sky en annonçant qu'il y avait peut-être l'intention de quitter Facebook. J'ai pas vu, mais... Écoute, moi, de mon côté, je te dirais là, que je suis comme particulièrement étonné. Là. Je vois beaucoup de gens qui disent « Ah, ben, tu sais, ça semble être la seule plateforme qui reste parce qu'actuellement, il n'y a pas de géant derrière. » Fait que je suis en train de réfléchir. Fait que je me suis créé un compte là. On s'entend qu'on n'est pas dans le même genre d'outils du tout. Mais les gens, entre autres, qui veulent plus se connecter sur un média social pour avoir accès à de la nouvelle, en tout cas de ce que je lisais des commentaires de ces gens-là, c'est un peu ça. C'était comme, hey, ben, tu sais, vu que ici, c'est plus une source de données, puis que de toute façon, je ne tripe pas tant sur ce que j'entends à propos de Meta puis de Zuckerberg actuellement, je vais aller faire un tour du côté de Blue Sky, voir justement si le ciel est plus bleu. Donc, moi, honnêtement, beaucoup de gens qui ne sont pas nécessairement des tech geeks comme toi et moi, que je vois apparaître là, dans mon feed là, sur Blue Sky. Tu me fais réaliser que Jean-François Provençal, qui est le gars derrière les appendices, je ne sais pas si tu te rappelles les appendices, que je suis depuis longtemps. Puis là, je ne sais pas pourquoi je suis tombé sur Instagram en espagnol, là, mais c'est ça. Hier, je voyais qu'il a fait une publication qui est juste ici, comme quoi il switch, il quitte Facebook, Instagram, puis il y avait quand même pas mal de monde, là, 30 000. Là. Ben, c'est pas des millions, mais tu sais, ça va jusqu'à des plus petits influenceurs ou joueurs du marché là, qui sont prêts à sacrifier ce qu'ils ont bâti pour essayer quelque chose de nouveau parce qu'ils n'aiment pas le contexte. Exactement. Fait que c'est ça, j'ai toujours est-ce que ça va perdurer? Est-ce que les gens vont... Est-ce que Blue Sky sera vraiment l'Eldorado officiel puis ça va fonctionner? On en parlait dans un épisode précédent là, où est-ce qu'on comparait avec les mastodontes de ce monde puis quelques autres plateformes de médias sociaux. On va continuer de regarder ça pour vous autres. Puis voir, mais moi, ce qui me fascine, là, c'est le principe que c'est pas deux plateformes qui sont comparables. Hein. Donc, Facebook est très différente. Puis Blue Sky, comme tu le sais, s'apparente beaucoup plus à ce qui est X. À ce qui est Threads, mais que là, les gens annoncent qu'ils ont l'intention de quitter ces plateformes-là pour se retourner uniquement peut-être vers celle-là. Pour ça vraiment particulier. Puis ce qui me porte à croire que si le mouvement est un petit peu plus avancé, c'est de voir que c'est pas nécessairement des gens que je considère les plus geeks nécessairement sur mon profil ou dans mes amis ou mes connaissances. C'est vraiment des monsieur, madame, tout le monde qui commence à se créer des comptes. Là. Fait que un mouvement qui est à surveiller. Oui, qui commence à prendre l'ampleur. OK. Ce qui m'amène à peut-être te faire, je vais te montrer quelque chose, puis tu vas me dire si tu sais c'est quoi. Attends un petit peu, on pop ça ici. Est-ce que tu reconnais ces gens-là? Ben oui. T'écoutais ça étant jeune? C'est Stargate, ben oui, absolument. Bon, ça a été ma première référence quand j'ai entendu le nom. J'ai dit Hey, Stargate, ils ont pris le nom de
du truc de science-fiction que j'écoutais. Oui, clairement. Je connais Stargate Sci-Fi. C'est série sci-fi années 90. Mélanger un peu l'Égypte, avec le côté militaire américain, la science-fiction. On était dans quelque chose de vraiment quand même très funky, là, ce qui explique justement un peu la popularité là, du truc. Ouais, ben, ça, c'est notre segue vers Stargate, ce qui a été annoncé quelques jours, en fait, au début de la semaine passée, si je me souviens bien. Bref, fin janvier. Projet Stargate. Fait que là, premièrement. Investissement massif dans les infrastructures. C'était ça, Oui. l'annonce initiale. Parce que moi, j'avais aucune idée de qu'est-ce qui allait être annoncé, puisque dans le fond, tout ce que Trump avait indiqué, c'est je vais faire une conférence de presse pour parler de projets d'infrastructure majeurs. Fait que là, tu fais bon, infrastructure. Et moi, je n'avais pas nécessairement vu venir le principe que ça pouvait toucher de la tech, puis ce qui allait devenir le projet Stargate. Là. Il faut dire aussi que juste avant ça, il s'est mis à, je veux dire, les annonces de décrets. Puis il y avait beaucoup de décrets qu'il a signés juste avant. Bref, là, le jour où il est rentré, il a signé 75 papiers pour accepter des nouvelles lois. Ces prisonniers-là, tu me les sors, c'est des combattants héros. Donc, il brasse la Casbah beaucoup. Mais le projet Stargate, c'est sorti carrément tout droit de... Ben moi, je ne m'attendais pas à ça, mais ça a bien du sens ultimement. Oui, ben écoute, puis moi, honnêtement, au-delà de la forme du projet, ce qui était ma plus grande surprise là-dedans, c'est un peu le principe que, bon, Trump et Musk semblent être de bons amis. Ouais. Puis on sait très bien que Sam Altman, qui est derrière OpenAI et qui est partie prenante du projet Stargate, se retrouve un peu comme en porte-à-faux. C'est-à-dire que je me suis dit, hey, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que la guerre n'est plus entre Musk et Altman ou qu'est-ce qui allait se passer? Puis rapidement, ben, effectivement, on s'est rendu compte là, qu'il y avait toujours la guerre. Là. Il y a eu un petit échange où Musk disait qu'il n'y avait pas l'argent du côté d'OpenAI et des joueurs qui sont derrière le projet, puis etc. Donc, ça, c'est pour le volet un petit peu Musk et tout ça. Mais si on regarde le projet plus concrètement de ce qui est Stargate, ben, c'est vraiment l'idée. C'est un investissement massif dans les infrastructures pour supporter le futur de l'AI aux États-Unis, puis d'en faire littéralement un cheval de bataille. Donc, d'essayer de renforcer leur position sur l'échiquier mondial, sur le leadership qu'ils ont acquis, je pense qu'on peut dire déjà, de ce côté-là. Là. On parle donc de 500 milliards. On starte avec 100 milliards. Il semblerait que la construction est déjà entamée. Plusieurs bâtisses qui s'en viennent aux États-Unis. J'écoutais capitaine Bruno Guglielminetti, un autre capitaine techno au Québec, qui disait au retour lui est allé au CES cette année, puis le Texas semble être un nouvel Eldorado tech. Je ne veux pas dire un peu à la Silicon Valley, mais il y a énormément de factories technologiques qui vont se développer là au Texas, semblerait-il. Notamment, c'est là que ça va commencer. C'est déjà commencé avec le projet Stargate. Moi, ce qui m'allume là-dedans beaucoup, Joe, c'est que première des choses, je ne sais pas si je te l'ai envoyé hier, là, mais cette vidéo-là, qui est comme la vidéo du Forbes, là, où est-ce qui a 2,3 millions de views, puis ultimement, c'est le release de l'annonce. Moi, c'est ça ici. Là. Quand j'ai vu ça, quand j'ai vu, non, les joies du direct, quand j'ai vu... Il y avait un commentaire en particulier. Cette quote-là, là. This looks like an intro for sci-fi movies that take place in 2050s. Parce que là, tu as les géants. La Chine construit massivement pour l'AI, fait plein de choses, sont très, très en avant. Les États-Unis veulent affirmer leur position légendaire, suprême sur la planète. Ils décident d'investir massivement 500 milliards, ce qui est, là, j'avais vu des comparatifs, 500 milliards,
it's a shit ton of money. Là. Tu compares ce qu'ils mettent dans l'armée, notamment, là, ça, à la limite, ça se rivalise genre avec l'armée. Là, c'est dans ces budgets-là, là, se protéger là, au niveau d'une armée, là, puis développer de l'AI, puis des data processing centers, des centres de données, des centres de calcul pour l'AI. On est dans les mêmes portefeuilles, quantité de portefeuille au niveau de l'argent. C'est incroyable. Et là, ça va mener vers où? C'est cette espèce de guerre à qui va mettre en place la plus grande intelligence au monde, qui va avoir les technologies les plus évoluées au monde. C'est un film de science-fiction, ça, Joe. Là. Je veux dire, ça n'a pas de sens. Oui, non, c'est clair. Puis, mais en même temps, quand tu y penses, tu le sais qu'aujourd'hui, la technologie est partout. Fait que, de voir une révolution comme l'AI, puis ses avancées potentielles avec les GI, puis donc, c'est sûr que ça devient un élément différenciateur, un élément qui va faire en sorte qu'un pays comme les États-Unis peut sortir du lot. Bon, c'est sûr que nous, on pense à l'utilisation qu'on en fait comme utilisateur au quotidien, mais si on pense au domaine de la santé, si on pense au domaine de la recherche, on pense à tout ce qui est avancement, c'est sûr que ça risque d'être majeur. Donc, ça va impacter énormément d'industries. Puis les États-Unis, avec leurs dirigeants actuels, sont en mode OK, là, il faut qu'on ramène la richesse, faut qu'on développe, faut qu'on pousse la machine, là, vraiment. Fait que je suis pas surpris. Pas que silencieusement, de l'autre côté, en Asie, le gouvernement chinois avait déjà entrepris ces choses-là sans nécessairement le faire avec tambour et trompette comme on le fait ici. Oui, oui. Fait que c'est un bon retour du balancier de le faire. Mais par contre, moi, ce qui m'inquiète, si tu le dis, bon, premièrement, c'est le Texas. OK, mais pourquoi le Texas? Assurément pas parce qu'il fait froid et que c'est parfait pour des data centers, on s'entend? Non. Puis juste petite parenthèse là-dessus, hier, pour me préparer, j'ai utilisé Grok pour la première fois, qui est l'AI de Twitter. Parce que j'ai beaucoup entendu parler que comme ils sont backés par Twitter X, là, comme ils sont beaucoup backés par X, si tu veux prompter un AI pour avoir vraiment de la donnée sur ce qui se passe au niveau des nouvelles actuelles, Prompt Grok, c'est vraiment intéressant parce qu'il va se baser sur tout ce qui se dit sur X. Puis exact. X, c'est très nouvelle-wise. L'actualité, c'est beaucoup, beaucoup là. Bref, j'ai fait ça et j'ai posé la question. J'ai dit, parce que là, dans l'enjeu, je reviens à ce que tu disais, ça prend énormément d'eau, des litres d'eau, des millions et des milliards de litres d'eau pour s'assurer qu'un data center est refroidi convenablement parce que ça chauffe ces petites bêtes-là, les chums. Là. C'est un warehouse 10 fois comme ton Costco, là, puis ça chauffe s'il vous plaît. Ça prend de l'eau d'un tuyau pour capter la chaleur puis l'enlever de là. Et moi, de PokéGrok, j'ai dit, pourquoi tu ne vas pas mettre tes centers dans le nord du Québec, en Arctique? Tu fais pas ce qu'il faut pour amener ça à un endroit où il fait froid, tu vas éliminer la problématique. Et bon, j'ai eu une réponse balancée comme quoi, très bonne idée, Simon, c'est vrai que ça serait le fun, mais c'est compliqué, s'il vous plaît, d'amener de l'infrastructure là-bas. Et le fait d'avoir une infrastructure qui est loin de la clientèle qui va l'utiliser, ultimement, il va y avoir une latence. Mais à un certain point, je suis d'accord, ça dépend de ce que tu veux en faire, mais quand tu penses que, mettons, l'AI va servir à une Tesla pour décider si elle fonce dans la mamie de 90 ans ou elle fonce dans le petit gars ou la petite fille qui est sur le trottoir, tu veux que ça soit snappy puis zéro latence, tu sais. Oui, mais ça ne va pas se passer over the air, ce genre de décision-là. Moi, je ne crois pas. Je pense que ça va se décider sur des LLM puis des outils, des trucs qui vont être embarqués sur le chipset de la Tesla, par exemple. Ouais. Sinon, oublie ça, là, c'est majeur. Tu as une panne, tout le monde ne peut pas utiliser cette Tesla. Je pense que je trouve qu'il y a beaucoup d'attention. Fait que, moi, l'enjeu de la latence, moi, j'y crois moins que l'enjeu de protectionnisme du pays sur la sécurité nationale et ces trucs comme ça. Là. D'avoir ça au Texas, c'est chez eux. Ouais, c'est ça. Ouais, bon point. Puis tu as raison, en effet. Je le lisais récemment. Je veux dire, la majeure partie des décisions qui sont prises au niveau AI dans les voitures, il y a un système qui est là. Je veux dire, il ne va pas processer tout ça à l'autre bout de la planète. Ouais, bon point.
Mais en tout cas, bref, l'enjeu de la latence, j'ai un petit peu plus de difficulté avec ça. C'est sûr que dans des applications à court terme, mais en même temps, on l'utilise, le web, on l'utilise actuellement. Puis, je veux dire, fait que, je sais pas, j'ai l'impression, on le voit déjà avec des outils qu'on utilise, puis nous, on n'est pas nécessairement à côté du data center, puis moi, j'ai pas l'impression que c'est un enjeu. Là. Non, c'est ça. Étrangement, nous, on va pouvoir utiliser les infrastructures américaines puis pas se plaindre de la latence, mais eux, s'ils viennent s'installer ici, la latence devient un enjeu. Oui, absolument. Double discours un peu, mais bon, c'est ça. Ben, je reviens à ta question initiale. Tu sais, pourquoi choisir le Texas? Ben, notamment pour ce que protectionnisme. Oui, je pense que le Texas aussi est un État qui est très ouvert. C'est comme un peu un Eldorado. C'est venez faire vos trucs ici. Nous, c'est un peu à l'image de Austin, Texas. C'est comme. C'est wild. Ici, il n'y a pas de trouble. S'il faut faire des changements, on va les faire. Puis exactement, on est vraiment plus dans une approche. Fait que je ne suis pas surpris que ce soit le Texas qui a été ciblé pour ça. Tu vois, je poke ChatGPT 4.0 en ce moment. Pourquoi choisir le Texas pour construire le projet Stargate de Trump? En 3 points, on parle d'abondance de ressources énergétiques. On parle d'infrastructures existantes. Donc, la région d'Abilene dispose déjà d'une infrastructure adaptée pour des grosses installations. Soutien économique et politique. Le Texas offre un environnement favorable aux entreprises avec des politiques incitatives et un soutien gouvernemental qui attire des investissements technologiques majeurs. Ouais. Fait que ça va être grosse cette histoire-là. Des milliers vraiment. Ouais. Donc, le chiffre avancé était quand même gros. Là. On parlait de 100 000 emplois. Ouais. C'est quand même assez important. C'est quand même un gros coup. Mais écoute, oui, c'est possible qu'il y ait beaucoup de gens qui sont nécessaires pour faire rouler tout ça. Tu sais, dans le message aussi, c'est sûr que c'est rallieur d'espoir parce que je pense que c'est Sam Altman parce que la conférence de presse là, qui dure une quinzaine de minutes, les trois boys derrière ça. Bon, t'as Trump qui a donné le go, mais derrière ça, là, pour backer ça, t'as la compagnie Oracle, qui est une des plus grosses compagnies informatiques au monde. T'as la banque SoftBank qui est là. Qui était là une banque chinoise? Non. Attends. SoftBank. Soft. Ouais. Puis le troisième, non, ou c'est juste le gars qui était chinois, là, ou qui était asiatique. C'est une banque japonaise. OK, c'est ça, OK, japonaise. Fait qu'une banque japonaise qui back ça aussi, puis OpenAI qui est là. Je sais pas ce que je veux dire. Je ne sais plus ce que je veux dire. Bref. Mais tu disais que dans le 15 minutes, on voyait là, justement qu'il y avait en fait un PDG d'Oracle qui était impliqué, SoftBank et tout ça. C'est qu'à un moment donné, je pense que c'est Sam Altman qui dit il parle du cancer, curer le cancer, guérir les maladies les plus grandes de la planète. Ultimement, qui ne veut pas se battre contre ça? Là? Fait que bâtissez-en des warehouses qui vont faire de l'AI rendu là. Si vous guérissez des maladies hautement problématiques à l'échelle humanitaire, à l'échelle de la planète, ben on va pas se battre contre ça. Là, moi. Ça fait que c'est très la vision de ce que ça pourra faire est assez fabuleuse, mais on va voir où ça va nous mener. Là. Et là, surprise, les Chinois ont lancé DeepSeek AI. Ouais. What's up, DeepSeek AI? Quelques jours après la grande annonce américaine, cette petite start-up chinoise nous arrive avec son application, son LLM spécialisé. Et ce qu'on réalise, c'est qu'en termes de capacité, on est sur un modèle largement plus petit que ce qu'on connaît d'un ChatGPT, qu'on parle, exemple, de 175 milliards de paramètres. Et on va faire quelque chose de relativement similaire avec un DeepSeek qui est à 33 milliards de paramètres. Donc, là, soudainement, ça vient un peu ébranler les colonnes du temple. Depuis les derniers jours, on entend parler énormément de DeepSeek. On voit que, je pense que l'application est rendue numéro 1 là, dans les téléchargements dans sa catégorie. Donc, un autre joueur qui vient d'apparaître. Puis encore une fois, toujours dans le principe que ça nous vient de nos amis de la Chine. La Chine. Avec DeepSeek R1, la Chine donne une leçon à OpenAI et Google.
Oui, non, écoute, tous les outils ont été comparés jusqu'à présent. Puis écoute, DeepSeek est vraiment une petite révolution de ce côté-là. Dans un projet qui a été développé seulement sur quelques années, quelques mois, versus les autres produits qui sont en travail depuis un bon moment. Ouais, c'est ça, le comparatif est vraiment Les paramètres, ouais. Les paramètres 37 milliards pour la version 3. Je sais pas c'est quoi Qwen, mais Llama, c'est Meta. On parle de 405 milliards. Eux, on lui, le sait il est pas, gigantesque. Mais... ChatGPT le dit pas, mais de ce qu'on a, c'est autour de 200, probablement. 200 milliards de paramètres. Ouais. Et ils clament que c'est open source aussi, là. Ouais. Fait que télécharge ça, mon chum, garde-toi avec ça. Puis, ben, écoute, c'est sûr que je vais aller jouer dessus un peu par curiosité pour voir un peu la différence avec l'outil. Mais bon, je trouvais ça quand même très drôle là, de voir que les Asiatiques trouvaient une façon de venir jeter de l'ombre un petit peu sur le USA Proudness d'arriver, de tu sais, investissement massif, on a Sam Altman, ChatGPT, Oracle, des gros joueurs, Microsoft. Puis ouais, salut guys, on a développé un petit tool, installez ça, puis vous en direz qu'est-ce que vous en pensez. Fait que je trouve que c'est toujours un peu sneaky comme façon de faire, mais ils sont, on va se le dire, là, ils sont très performants dans ce genre de trucs-là. Je pensais à ça hier, bref parenthèse, mais là, avec la prolifération des modèles de langage puis des AI disponibles au commun des mortels, j'écoutais le CEO de Anthropic, là, qui est Claude AI, là, dernièrement. Puis ça me faisait allumer que, tu sais, il y a tellement, tu sais, j'ai utilisé Grok. À date, j'ai utilisé Gemini, Grok, ChatGPT. Dans les prochaines 24 heures, je vais utiliser DeepSeek. Ça devient un peu suivre la patente. C'est pas facile pour le commun des mortels. Puis ils ont tous un peu leur spécificité, ils ont tous un peu leurs points positifs, leurs points négatifs, leurs forces, leurs faiblesses. Ouais. Ça doit avoir été fait, mais je pensais à ça tout seul. Je me disais, il doit y avoir une place que il y a un geek quelque part là, qui a fait allai.com. Là, puis là, tu tapes ton prompt, puis tu as linké tes 8 AI que tu aimes, puis il te sort toutes tes réponses. Puis là, tu comme, OK, tu as un portrait. On fait un merge de tout ça, puis il sortir la réponse ultime. Tu vois, je ne m'étais même pas rendu là, Joe. Moi, je voulais juste voir tout. Mais c'est tellement un pattern que, tu sais, on a déjà vu. C'est ça qui est drôle. T'sais, on vit notre moment Netscape, là. Ouais. C'est un peu ça, là. Tu sais, le browser est arrivé, paf, tout le monde s'est mis à faire des browsers, puis à un moment donné, ben, il y en a 2, 3 qui sont sortis du lot, puis les autres sont morts. Je pense que c'est un peu la même chose. Tout le monde se lance dans la course de lancer son propre outil, puis tu sais, là, il y en a partout. Fait que là, qu'est-ce qui va arriver? Bon, on va faire des agrégateurs d'AI. Fait qu'on va se ramasser avec un outil, un Copernic de l'AI. La toile du Québec de l'AI. Salutations aux Québécois qui ont travaillé chez Copernic, qui ont développé ce bel outil-là qui est dans le milieu de la tech, mais clairement, on revoit un peu cette même route-là qui est empruntée, c'est juste la technologie qui est différente. Copernic, Desktop Search, et puis les compagnies existent encore. Là. On fait un petit croche, là, mais oh là 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 là, ça nous rajeunit pas cette histoire-là. Ouais, pour ceux qui ne connaissent pas Copernic. Je ne sais pas à quel point je peux sortir un. C'était ça? Voilà, oui, c'était le screenshot de l'interface, exact. Tu voyais les résultats colligés live, dans le fond, sur les différentes plateformes, exact. Mais non, c'est ça, non, en fait, ouais, c'est ça. Mais là, ça, c'est plus récent parce que la compagnie existe encore, puis on parle de recherche sur le desktop, là, tu sais. Mais back in the days, on était plus dans une recherche sur le web, là, à plusieurs endroits, là. Ouais. Anyways, 1999, mettons, 1999. Ouais. Je pense qu'on est plus avec ça, là. Vraiment, ouais. Files, Refine Search. Tu sais, moi, j'ai travaillé dans une shop de SEO back in the days. Fait que, tu sais, j'ai vu, là, tu sais, toute cette quantité incroyable là, de moteurs de recherche qui étaient apparus, là. Puis ces agrégateurs-là, tu avais Metacrawler, qui était comme un genre, justement, de gros agrégateurs qui s'étaient dit, ben, si tout le monde fait des moteurs de recherche, moi, je vais comme faire un outil qui va me permettre de fournir tous les résultats de tout le monde. Fait que, tu sais, ça devenait intéressant d'aller vers ces outils-là plutôt que de focusser uniquement sur un seul moteur, étant donné qu'à ce moment-là, c'était la guerre
à qui allait avoir le plus gros index. On vit la même affaire actuellement, c'est qui a le meilleur LLM, qui a le plus grand nombre de paramètres gérés, parce que c'est ça qui détermine un peu, en tout cas jusqu'à présent, la puissance de l'outil. Donc, c'est clair qu'on s'enligne exactement dans ces mêmes patterns-là. Ah, c'est beau, c'est beau. We live in a good time, quand même, plein de choses qui se passent. OK, yes. on peut peut-être swapper à un petit quickie qui est vraiment intéressante que tu as trouvé. Je te laisse peut-être en discuter un peu. Oui, ben écoute, moi j'étais, tu le sais, moi je suis un fanboy de Google et non pas de Apple. Ouais. Puis j'aime beaucoup Gemini. Donc, tu sais, je surveille beaucoup qu'est-ce qui se passe de ce côté-là. Et la semaine dernière, dans le fond, il y a eu le lancement, dans le fond, du Galaxy, en fait, rien à voir là, dans une première truc, mais je prends la peine de le montrer dans cet ordre-là. Mais si on va sur le site d'Android, on nous parle du Samsung Galaxy S25 qui est built-in avec Gemini. Attends, là, OK, mais attends, c'est drôle parce que là, moi, je ne l'avais pas vu de cette manière-là, parce que tu me l'avais envoyé côté Samsung, puis là, je trouvais que c'était une vraie pub de Google, ça n'a aucun Christi de sens, mais là, OK, je te laisse aller, vas-y. Donc, super intéressant. Tu sais, dans le fond, pour la première fois, on nous parle vraiment d'un appareil mobile où là, l'AI n'est pas juste un bouton sur lequel on appuie pour poser des questions et obtenir des réponses qui nous amènent ailleurs, mais vraiment comme un outil où là, l'AI est vraiment intégré. Va nous permettre d'utiliser la GenAI directement avec l'appareil, que ce soit au niveau de l'édition photo et tout. Donc, vraiment, on est vraiment dans une approche là, beaucoup plus intégrée. Ce que je trouve très drôle. Puis c'est un peu pour ça que je t'ai envoyé la version Samsung puis que là, je te présente la version Android. Parce que si on regarde la version Samsung, ce qui est très drôle de savoir, c'est qu'on ne parle pas de Gemini du tout. Dans le fond, on nous parle de Galaxy AI, qui est comme l'écosystème qui se veut, évidemment, celui de Samsung. Et donc, très, très intéressant. Donc, on comprend qu'il y a un très gros partenariat, j'imagine, qui s'est fait entre Samsung et Google pour que Samsung puisse dire on va être les premiers à lancer un appareil qui va être autant Gemini powered que le propre appareil de Google qui est le Pixel. Donc, on peut s'imaginer que sur la prochaine version du Pixel, Gemini va être encore plus intégré, peut-être effectivement de la même façon proche de ce qu'on peut voir sur le Galaxy. Tu vois, c'est là que ça me surprend parce que moi, je suis un gros fanboy des Pixels. C'est cette gamme-là que j'achète régulièrement. Ben, régulièrement, quand j'ai besoin d'un sel, là. Ça arrive pour 2 semaines, mais je ne m'attendais pas à ce que Google fasse tant la promotion de Samsung là, parce que ils ont leur propre line-up de cellulaire. Là, fait que tu montes tes affaires avant de montrer ceux des autres, mais non, giga partnership. Là. Mais tu vois, même là, on le revoit live. Si je reviens ici, c'est ça. Tu l'as, Google Gemini là, qui apparaît live. Oui, absolument. Fait que, là, sans le. Ouais, là, on voit le petit logo. Mais ouais, c'est le logo, mais sans plus. C'est ça. Mais tu sais, quand on regarde la façon dont ça a été intégré, on reconnaît, sans aucun doute, l'approche Gemini, les logos et tout. Là. Fait que clairement, on comprend que c'est vraiment la première grande intégration Android Gemini, mais lancée sur l'appareil Samsung. Exact. Puis ce que je t'écrivais cette semaine, parce que tu m'as envoyé ça, puis c'est que là, vous irez voir la vidéo, là, puis tu sais, je vais l'arrêter live, mais c'est parce qu'il y a tellement de use cases que je trouve qui sont maintenant concrets et matures, puis c'est pas juste du bluff, puis genre, je sais pas, souvent j'ai utilisé le mot cossin, là. Souvent c'est des features cossins que là, tu sais, après, le prochain update, il n'y aura même plus ça, là, c'est juste pour flasher, mais là, on est vraiment dans un assistant qui est capable de faire des affaires, qui est capable de comprendre toutes tes apps, qui est capable d'interagir en chacune des apps. Fait que prends une note de ceci, puis aussi en même temps, relate ça avec envoyer un SMS à Joe, puis fais-moi, en lien avec ce que j'ai dit, fais-moi une note au calendrier le 24 février prochain. Il va tout merger ça et comprendre ça. Et ça, les amis, on l'a dit abondamment à la fin de l'année 2024. 2025, oui, l'année des robots, on l'avait dit, mais on a aussi dit que c'est l'année où est-ce que c'est l'année des agents. Là. Donc, en agent, je veux donc dire, vous avez un stagiaire là, qui vous coûte 0 token, là, puis qui est capable de gérer carrément toutes vos affaires. Vous avez un assistant
le plus réel qu'un assistant peut être. Parce que oui, en 2014, on pouvait vendre un cellulaire en disant qu'il y avait un assistant. Bullshit, là. C'était pas ça un assistant. Là, on approche vraiment un moment où c'est vraiment quelque chose qui comprend toute ton interface, qui est capable de tout faire à ta place. Oui, on coupe court à un paquet d'interactions que l'humain ou le consommateur est obligé de faire lui-même. Ouais. Justement, par un traitement de la voix avec l'AI en arrière qui est capable de résoudre et tout. Tu sais, il y a eu, évidemment, OpenAI qui a lancé aussi ChatGPT Task. Donc, Operator, qui permet de réaliser des tâches, littéralement. Quelque chose qu'on avait vu un petit peu qui avait été introduit par Claude initialement. Ouais. Chez Anthropic, là, on voyait que Claude était en mesure de prendre le contrôle d'un ordinateur et d'exécuter des choses. Là où ChatGPT vient annoncer. Puis, tu sais, là où ce que je trouve que personnellement, Google fait une bonne job avec Gemini, c'est que, tu sais, ils sont pas nécessairement les premiers à lancer les features puis les trucs comme ça. Mais je trouve qu'on dirait qu'ils se sont concentrés à l'intégration de ces outils-là dans leur infrastructure puis dans leur écosystème actuel. Puis je trouve que c'est là que ça fait le plus de sens. C'est le fun d'avoir ChatGPT puis oui, de ça, mais de le voir déjà tout embarqué, si on peut dire, à travers tout l'écosystème de Google. Puis là, de voir ce qui est sorti avec Samsung. Fait que tu le sais qu'ensuite, ben, Android va être sur tous les appareils qui le permettent. Je trouve que, tu sais, à mon sens, leur petite avance, ça vient de là, dans ma tête à moi. Oui, absolument, absolument. Puis, bon, je m'attends peut-être la même chose d'Apple aussi, qu'il va falloir à un moment donné qu'ils ramassent leur petit change, puis qu'ils fassent comme, OK, guys, il faut qu'on step up notre jeu, là, parce que clairement, actuellement, j'aime Apple énormément. J'adore, mais je trouve qu'ils sont late to the game un peu. Là. As-tu vu, on avait parlé un peu le dernier épisode, je pense, mais ils ont fait un partnership avec ChatGPT. Fait que tu peux prompter Siri, oui, mais tu peux dire non, passe la POC à ChatGPT, s'il te plaît. C'est une espèce de hey, on n'a pas été capable de mettre nos devs sur faire la bonne affaire, fait qu'on va aller. Un croc au lion. Ah, j'aime ça, un croc au lion. Un croc au lion. Oui, mais je comprends l'image. C'est comme un crocodile et un lion en même temps. Fait qu'on appelle ça un croc au lion. C'est comme si on n'était pas game de dire OK, guys, chez OpenAI, vous faites un solide job. ChatGPT, c'est vraiment de la bombe. Fait que plutôt que de s'entêter avec notre série qui est un peu ordinaire. Oui, c'est ça. On peut-tu dire ça, que Siri a toujours été ordinaire? Ben là, moi, je suis un Google fanboy, fait que j'ai pas tant utilisé Siri, mais à toi de me dire. Là, écoute, moi, les usages que j'ai eu avec Siri, j'ai jamais été impressionné. Comme en même temps, j'ai pas été impressionné non plus de ce que j'avais chez Google Assistant quand c'était Hey, merde! Moi, j'ai encore les POC, là. J'en ai deux, les POC, le Google Home. Là. Ah, ben, c'était niaiseux, cette histoire-là. Là. Il n'y a aucune intelligence. Là. C'est comme. Non. C'est juste une extension de la voix pour faire la recherche dans le tool de Google à ta place. Puis encore là, souvent, on ne comprend pas trop. C'est pas très... Ainsi qu'un micro qui est directement dans mon salon puis dans ma chambre à coucher. Tu sais. Exact. Mais bref, tout ça pour dire que je trouve qu'Apple, il faut qu'il se passe de quoi. J'imagine qu'il se brasse quelque chose. Il y a des gens intelligents autour de la table à dessin. Mais je trouve que là, et comme je te dis, là, je m'attends à un gros move de leur part. Là. Il faut qu'ils. J'imagine que les shareholders et les gens doivent mettre énormément de pression à l'heure actuelle pour que Apple puisse tirer son épingle du jeu dans le contexte actuel. Moi, Samsung, je trouve qu'ils font un excellent job. C'est un joueur que je vois énormément. J'en parlais, il faisait partie de mes highlights du CES avec tout ce qu'ils ont annoncé. Ils arrivent avec la Galaxy. Ils ont réussi d'une façon XY avec Google de s'entendre que l'intégration Android qui est maintenant existante allait être lancée sur le S25. C'est un bel appareil. Donc, tu sais, vraiment très, très impressionné de ça. Puis la feature actuellement là, qui fait le plus réagir aussi de ce côté-là chez Samsung dans le S25, c'est la traduction en temps réel. Apparemment que c'est un outil là, qui est très, très efficace, très bien fait. Donc, là, je n'ai pas de S25 pour le prouver, mais je dois t'avouer secrètement que je me suis inscrit à la bêta de Android pour le Pixel. Fait que je suis sur la version bêta 1. Puis j'avais comme espoir qu'il y ait un peu de ce que je vois dans Galaxy AI qui soit dans la bêta, mais malheureusement, c'est pas le cas encore. Ça, c'est huge, ça. Translate speech and text on Pixel Phone, je regarde en ce moment. Ouais, le Live Translate.
Beaucoup ont tenté de faire quelque chose qui était sur le sens du monde. On est sur le point là, de voir ça sortir. En fait, pas plus tard que la semaine passée, je parlais avec une collègue parce qu'on là où je travaille, on offre des formations, puis si c'est quelqu'un puis c'est en français, fait que si quelqu'un veut ça en espagnol, bonne chance, là, j'ai pas encore pris mon cours d'espagnol. Mais ma collègue me disait qu'il y avait une participante qui était genre espagnole, elle est venue, puis elle mettait son cell phone là, puis elle faisait du transcript live, translation live directement, tu sais. C'était peut-être pas parfait, je sais pas c'est quoi l'outil qu'elle utilisait, mais c'est sûr que c'est une question de temps avant que ça débloque ça. Ah non, c'est impressionnant. Ouais. Moi, je te dirais que dans tout ça, là, c'est pour clore un peu mon thinking actuel, puis mon état de pensée. Ce qui me chicote, là, c'est un peu le contexte dans lequel on s'amorce sur le développement de tout ça. Puis, avant les changements à la tête des États-Unis, pour pas dire une fois que Trump est arrivé au pouvoir, il y avait quand même un semblant de vouloir faire ça en respectant le devoir qu'on a de soucier du climat, d'aller vers des énergies propres Ouais. et tout et tout. Mm-hmm. Je t'avouerais qu'actuellement, là, je suis un peu ébranlé dans mes valeurs, dans le sens où je me dis, Caroline, là, on abandonne l'accord de Paris, on annonce des investissements massifs dans des infrastructures qui vont utiliser de l'eau, qui vont utiliser peut-être un pourcentage d'énergie propre. Puis de l'autre bord, j'entends quand même Trump scander Drill Baby Drill pour dire, hey guys, on a une masse de pétrole en dessous de nous, il faut qu'on l'exploite, les gaz, alouettes. Pas le contexte dans lequel j'espérais que ça se développe, honnêtement. J'aurais plutôt préféré l'inverse, de dire, hey, bon, on veut un croisement entre l'évolution qu'on a dans la mise en place de l'énergie propre pour soutenir cette technologie-là. Tu sais. Là, j'ai comme l'impression que ça relègue ça au deuxième ou au troisième rang dans le roadmap. Là. Je sais pas si tu as ce feeling-là. Mais... Ben, surtout quand que tu vois Trump qui arrive, puis sans tambour ni trompette, signe tout, il va, tu sais, on va lui donner quelque chose, là. Il est bon pour que quand ça avance sur un moyen temps, mais ça avance au détriment de plein d'autres affaires autour, là, tu sais. Fait que cette espèce de crainte-là que tu as, cette espèce de, en tant qu'humain, avec si on n'a rien qu'une planète, là, ben, on peut-tu faire bien les choses, puis on a vraiment de la misère à se rallier tous à des bons choix conscients, puis avoir un bon chemin qui va moins impacter les générations futures, mais moi, je suis d'accord avec toi qu'il y a des choix qui se font présentement qui sont vraiment à l'opposé de tout ça, en se souciant pas de tout le contexte là autour. Là. C'est comme si on s'était dit chez nos voisins que l'Asie puis l'Inde, pour pas les nommer, sont des pays qui sont loin d'être où on était en termes de considération sur l'impact puis la nécessité de faire des changements radicaux pour y arriver. Ouais. C'est comme si on s'est dit, nous aussi, la barre, on abandonne, puis on fait comme tout le monde, puis il arrivera ce qui arrivera, maintenant on va tous se réveiller, puis il se passe de quoi, tu sais. C'est mon petit volet et société de l'intersection. Mais j'en rajoute une légère couche, là. Est-ce que tu connais le channel du gars 7 jours sur Terre? Oui, ça me dit quelque chose, effectivement, mais j'ai pensé ça jadis, mais pas régulièrement. Je me rappelle pas son nom. Ce gars-là a monté son channel à 426 000 subscribers sur YouTube. Il fait dans la vulgarisation politique. Il explique un peu les contextes géopolitiques, géosociaux, tout ce qui se passe sur la planète Terre. Beaucoup de bons stocks. Honnêtement, j'ai pas tout regardé ce qu'il fait parce que ça tire sur le contexte de tout ce qui se passe, mais toutes les guerres qui se passent ou les enjeux de société dans d'autres cultures, il les couvre. Puis il a sorti il y a un mois une vidéo qui s'appelle Mon pays, ce n'est pas un pays. Là. Au moment où on parlait de Trump qui se targuait de dire hey, ça vous tente de devenir notre 51e État. Fait en 27 minutes, il nous dresse un portrait de qui nous sommes comme société au Canada, mais aussi le Québec. Fait qu'il nous amène ça jusqu'à, à peu près à la moitié, là, rendu à 13 minutes sur 27, il est rendu à René Lévesque. Là.
Et après ça, il explique tout le contexte de on est américain bien qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas présentement, un peu. Puis là, je vais vous laisser aller l'écouter parce que je veux pas spoiler le truc, puis t'iras regarder ça, Joe, si tu veux, en ce sens où qu'on devienne officiellement, on est officiellement le 51e État, on est extrêmement teinté des États-Unis, sous plein de pans. Puis là, tu regardes aussi le backlog de toute l'histoire qui nous a mené à jusqu'ici. Ça donne une espèce d'aura aussi où... Mais c'est difficile de faire autrement quand tu es sur le même continent et que c'était sur le voisin. Exactement, c'est ça. Que tes autres voisins sont séparés par l'Atlantique ou le Pacifique. C'est plus compliqué à ce moment-là de dire c'est la proximité géographique qui fait effectivement comment on a été teinté par nos voisins, clairement. Oui. Bref, on pourrait repartir sur une autre heure, mais on va laisser les gens l'écouter. Oui. On en reparler une autre fois. Cool, ben ça fait un bon wrap, je pense. Au niveau des actualités techno, Joe, toi de ton bord, ça te va aussi? Oui, tout à fait. Écoute, encore une fois, merci. Je prends la peine de remercier tous ceux qui nous lisent, les petits messages des gens que je connais ou qui sont des connaissances des fois un petit peu plus loin, qui me disent « Hey, j'ai écouté ce que vous faites, c'est cool, continuez, tout ça. » Fait que c'est toujours bien le fun quand vous nous le dites. On s'amuse toujours autant, puis on espère que nos perspectives là-dessus vous intéressent. Fait que gênez-vous pas, c'est des sujets, encore une fois, ou des trucs que vous aimeriez entendre ou qu'on analyse. Donc, ça va nous faire plaisir de vous écouter. Énormément. J'ai le même sentiment de mon côté. Il n'y a pas une personne que je croise pas, que ça fait longtemps que je n'ai pas vu, qui me dit « Hey, je vois ça, c'est cool, lâchez pas les gars. » Fait que vraiment très cool. Puis, sans trop spoiler le futur, on devrait, dans les prochaines semaines, accueillir nos premiers invités au podcast Intersection. Fait qu'on regarde la surprise, mais ce sera donc un épisode à venir en studio avec invité sur un sujet passionnant. Radiant. Première pour nous. Yes. Faut pas qu'on se fourre là, sur le site de gear. Là, Fait que, bonne semaine, Joe. À très bientôt. Bonne semaine tout le monde. Bye bye. Yes.